toutes et à tous sur ce podcast du service de coopération au développement. Je m'appelle Camille Nicolaï et je suis actuellement en service civique au SCD. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité. C'est le CSI. Alors, qu'est-ce que cet acronyme veut dire ? Eh bien, en fait, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et pourquoi je vous dis qu'elle est plutôt d'actualité ? Car finalement, en fait, il nous suffit de prendre même ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire mondiale que nous sommes en train de vivre et qui dépasse les frontières, qui dépasse les origines et parcourt finalement tous les continents et qui vient laisser transparaître des problèmes globaux et communs, souvent liés à la mondialisation et au flux d'échanges toujours plus rapides. Mais cette analyse fonctionne aussi pour d'autres grands enjeux mondiaux tels que le réchauffement climatique, la crise migratoire, l'exploitation des ressources, les conflits armés et j'en passe. Et finalement donc, la prise de conscience face à ces interdépendances est accompagnée de nombreux questionnements. Finalement, comment en tant que citoyen ou citoyenne, je peux faire face à des enjeux qui me semblent me dépasser ? Comment expliquer alors qu'il existe tant d'organisations internationales et que l'accès aux droits essentiels pour tous et pour toutes n'est pas encore effectif ? Bon, ce sont de tous ces questionnements qu'est née l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Parce que finalement, c'est en pensant qu'en offrant les clés pour comprendre les enjeux mondiaux aux citoyens, on allait vers un monde plus solidaire, plus juste et plus durable. Mais vous allez me dire, pourquoi on n'en parle que maintenant alors que ces inégalités, elles existent depuis des années ? Eh bien, il faut savoir que d'autres concepts ont précédé celui de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Il faut remonter à la fin du XIXe siècle, puisqu'à cette époque se développent les mutuelles, les universités populaires et les bourses du travail, ainsi que les outils d'auto-organisation et d'émancipation des ouvriers. Et en même temps que va venir se renforcer l'idée que l'éducation, et même que l'information en général, est politique et qu'elle représente une condition essentielle à la démocratie. Et c'est aussi à ce moment-là que vont se développer finalement les premières écoles qui mettent en place une pédagogie dite active. Alors, qu'est-ce que cela veut dire plus concrètement ? C'est principalement l'idée que le savoir ne va plus être détenu exclusivement par l'enseignant ou par l'enseignante, mais viendra aussi de l'élève. Ce modèle va s'élargir plus largement au milieu de la solidarité internationale au courant des années 1960. On le nommera à ce moment-là le concept d'éducation au développement, l'EAD. Donc c'est à partir de ce moment qu'il y a les premiers essais d'envoi de volontaires à l'international, sans qu'ils soient particulièrement plus préparés que ça au préalable, et l'objectif est qu'ils viennent se confronter à la réalité du monde. La volonté de l'EAD est de sortir des visions misérabilistes et de construire une réflexion de fond sur les interventions faites par des associations issues de la société civile à l'étranger, sans pour autant reproduire des relations dites de tutelle coloniale. Ainsi, dès la fin des années 1980, les acteurs de solidarité internationale mettent une condition d'ordre quant aux interventions de développement dans des pays dits du Sud. D'où la fameuse expression qui va naître « on ne pêche pas le poisson pour eux, on apprend à pêcher ». Donc cela renvoie au fait qu'il est essentiel de ne pas substituer une place localement, ni de faire à la place d'eux, mais de donner les moyens nécessaires pour y arriver. L'objectif s'instaure de plus en plus solidement pour donner plus de visibilité à cette nouvelle manière de faire, celle de ne pas faire à la place d'eux, mais de faire avec. Toutefois, derrière une multitude de bonnes volontés, finalement la question de la légitimité de ces acteurs internationaux, en termes d'éducation, est venue un peu titiller la conscience collective. Ainsi, dès la fin des années 2000, le terme de développement va être remis un peu en question. D'une part, ce terme est défini comme étant beaucoup trop flou. C'est vrai, on parle de quoi en fait ? On parle d'un développement économique ? On parle d'un développement durable ? Est-ce qu'on n'oublierait pas derrière tout ça toutes les prédations des ressources qui se cachent au niveau des interventions pour le développement ? Ou encore, est-ce que ce modèle ne s'impose pas au pays au détriment des droits humains fondamentaux ? Donc ce sont beaucoup de questions qui ont un peu bouleversé les initiatives judéo-chrétiennes de charité, d'aide à autrui et de nécessité de développement des pays les moins développés. Mais c'est aussi venu remettre un peu en cause l'action des associations de solidarité internationale et questionner finalement leur légitimité et leur réelle motivation. Donc finalement, en mettant un peu de côté ce gros mot qui était devenu le terme développement, les acteurs de la solidarité internationale se sont davantage tournés vers celui de la citoyenneté. Je ne suis plus citoyen du monde,
nous disait notre cher Gérard Depardieu. Et finalement, au-delà de l'ironie de cet exemple, c'est à partir de cette dynamique que de vouloir comprendre le monde dans sa globalité et de venir dépasser les frontières qu'est né le terme de CSI. Donc très rapidement, l'enjeu a été, comme l'énonçait déjà René Dubos en 1972, de penser global et d'agir local. Ainsi, le CSI provient de la base de l'éducation populaire et souhaite renforcer le vivre ensemble, non plus en pensant les problèmes uniquement chez les autres, mais en insistant sur la nécessité d'agir sur nos environnements proches. Aujourd'hui, nous accueillons François Philippe, volontaire au Cambodge pour une mission de volontariat de solidarité internationale. Sa mission se déroule avec l'association EBT, donc qui œuvre sur des questions d'éducation. Donc aujourd'hui, la question sur laquelle nous souhaitons travailler est comment une expérience de volontariat international change notre regard sur notre pays d'origine. Donc bonjour François, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu y fais et qu'est-ce que OBT ? Alors, je suis chargé de développement et de coordination au sein du village de Shiro et de son ONG OBT. OBT, c'est une ONG locale, donc le nom c'est Organization for Basic Training. Et notre but, c'est de proposer de l'éducation gratuite avec des cours de soutien aux élèves dans une zone défavorisée du Cambodge. En fait, c'est une zone rurale avec des enfants qui vont à l'école, mais certains d'entre eux ne peuvent pas suivre tous les cours. Donc, on propose des cours de soutien. Et à côté de cela, on a des projets pour mettre en place un système de collecte, de tri et de gestion des déchets plastiques qu'on transforme en briques ou en plastique. Et on a aussi un projet pour établir l'eau courante dans le village. Voilà. Et pour financer une partie de l'école, on marche avec l'industrie du tourisme. Donc il y a des touristes qui viennent dans notre village et on peut supporter une partie des frais de l'école grâce à ça. Le reste, c'est grâce à des donations, des partenariats. Et c'est cette mission-là en particulier qui t'avait motivé à partir au Cambodge ou c'était pour une autre raison ? Alors au tout début, donc c'était en 2017, je voulais partir en fait après des études de droit au tout départ, puis ensuite un master dans l'entrepreneuriat social et la gestion des projets à l'international. Je ne savais pas vraiment si je voulais m'engager soit dans l'entrepreneuriat social, soit dans une association. Le mieux pour moi, c'était de faire un peu des deux. Et depuis toujours, j'avais eu envie de partir à l'étranger. Et donc, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de voir si je pouvais trouver un projet à l'étranger qui liait l'entrepreneuriat social et le domaine associatif. Voilà. Et en fait, j'ai contacté le SCD à ce moment-là parce que il y avait des visions que je partageais et je savais qu'ils étaient en contact avec des organismes locaux. Et comme je cherchais à vraiment pouvoir vivre quelque chose de concret avec des projets locaux, voilà, j'ai décidé de contacter le SCD, de leur demander s'il y avait des choses qui pouvaient correspondre à mes attentes. Et donc on a parlé et ensuite ils m'ont proposé ce projet-là. Et puis ça m'a tenté, et donc j'y suis D'accord, allé. donc c'était pas au premier abord le Cambodge qui t'a attiré, mais c'était vraiment la volonté d'avoir une mission locale et puis t'avais pas de préférence sur une région du monde. Exactement, voilà, ça faisait plusieurs années que je voulais partir, que je voulais confronter ma vision des choses et ma culture avec d'autres cultures et d'autres façons de voir la vie. Et voilà, et donc, je savais que je voulais ça, je savais que je voulais vivre dans un projet local géré par des locaux et donc juste apporter une aide annexe. Et voilà, et je suis arrivé avec ces idées et puis ça correspondait aux idées du village et à ce que m'a proposé le SCD. Et donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. D'accord, et donc là t'es encore en mission au Cambodge, mais est-ce que tu pourrais essayer de nous dire un peu ce que du coup cette expérience à l'international au Cambodge t'a appris, t'a révélé en fait sur toi et puis sur peut-être tes habitudes d'avant? Alors quoi. c'est une question qui est assez difficile. En fait ça fait donc 3 ans que je suis au village et que je vis avec eux, chez eux, donc dans une culture totalement différente. J'ai dû en arrivant là-bas m'adapter, m'intégrer et apprendre à vivre avec eux. Et donc je pense qu'effectivement on apprend vraiment, je pense que pendant ces 3 ans j'ai appris et professionnellement et humainement, je pense même plus humainement que professionnellement. Déjà avec l'ONG, au fil des années, au fil de la confiance qu'on a su tisser avec les personnes qui travaillent là-bas,
et ben, j'ai presque appris à gérer une ONG. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant et de vraiment génial. Et puis à côté de ça, j'ai appris aussi des dizaines de métiers dont j'avais avant à peine touché. J'ai fait de la construction, j'ai même appris à conduire des bateaux. Enfin, j'ai fait vraiment des trucs géniaux. Et puis d'un autre côté, humainement, c'est quelque chose d'extrêmement riche qui a en quelque sorte peut-être apporté une sorte de troisième œil à mon champ de vision. C'est-à-dire que comme on est impliqué dans une communauté avec une culture totalement différente, on apprend à connaître des aspects de soi-même qu'on n'avait jamais vus auparavant. Et on apprend aussi à connaître et à apprendre une nouvelle culture, comment marche et comment fonctionnent et comment réfléchissent des personnes qui viennent en quelque sorte d'un autre monde. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement riche, je trouve. Bah, j'imagine. Et du coup, tu parlais d'un troisième œil en fait que tu avais développé au Cambodge. Et comment tu penses pouvoir revenir en fait à ton retour en France avec ce troisième œil? Comment l'utiliser à ton retour en France? C'est une très bonne question. Je pense que il y a une dimension qui est sûre, c'est qu'au moment du retour, il y a quand même une période qui est assez dure parce qu'il faut se réintégrer à une vie qui finalement n'était plus la nôtre depuis plusieurs années. Donc ça va être assez dur. Par contre, c'est vrai que tout ce que j'ai appris au Cambodge et toute ma manière de vivre là-bas et tout ce que j'ai pu emmagasiner, et ce sont autant de choses positives que je vais pouvoir utiliser en France à mon retour. Je pense notamment au fait d'avoir une très bonne opinion et de volontariat à l'international et d'avoir vécu vraiment des choses géniales et de le souhaiter pour tout le monde autour de moi. Et je pense que vraiment je vais pouvoir utiliser ce que j'ai vécu pour pouvoir en parler, pour pouvoir le partager avec mes proches et avec les gens qui sont intéressés. Et voilà, je pense que pouvoir partager tout ce que j'ai vécu, ce sera en quelque sorte ma mission au retour pour que les gens voient ce que j'ai pu apprendre là-bas et s'ils ont envie d'apprendre des choses similaires, qu'ils n'hésitent pas à y aller. D'accord. Selon toi, c'est une démarche que de nombreuses personnes devraient suivre, de partir un peu quelque temps à l'étranger pour essayer de sortir un peu de ses habitudes et puis aussi de découvrir d'autres cultures comme toi tu l'as fait. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important et que tout le monde devrait faire? Je pense que si des personnes en ont l'envie, elles devraient le faire et elles devraient pas se mettre des bâtons dans les roues pour ça. Par contre, il y a aussi des personnes pour lesquelles, qui n'ont pas le caractère adéquat ou qui n'ont pas l'envie. Si elles n'ont pas l'envie, je pense pas que ce soit obligatoire de le faire. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont vraiment envie de le faire, mais qui hésitent avant de le faire, elles devraient pas hésiter très très longtemps. Est-ce que selon toi, après avoir vécu cette expérience à l'international, il est important que, à ton retour en France, tu puisses un peu sensibiliser aussi sur ce qui se passe ailleurs? Enfin, quand je dis sensibiliser, c'est pas forcément sensibiliser à une cause, c'est aussi sensibiliser à quelqu'un qui a pas la même culture que toi, quelqu'un qui est autre que toi d'ailleurs, mais sur lequel finalement il faut avoir connaissance et faut pas avoir peur de l'autre. Ouais, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris là-bas et le fait de m'être intégré à une autre culture, d'avoir appris des autres, c'est une sorte d'ouverture qui est vraiment géniale. Le fait comme je parlais tout à l'heure, de partager lors de mon retour avec toutes les personnes qui le voudront, c'est pour moi une manière effectivement de leur montrer que ça peut donner lieu. Ouais, on apprend vraiment beaucoup de choses et apprendre d'autres cultures, c'est pas mauvais quoi. C'est vraiment une source de richesse incroyable. Dans le cadre, par exemple, de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui finalement a pour slogan un peu le penser global et agir local, est-ce que tu penses que toi, tu pourrais, avec ton expérience donc, que tu as eue à l'international et qui te permet de penser global, mondialement, quoi, ou du moins à l'étranger, ça te permettrait de mettre en place des initiatives locales, donc là où tu vas rentrer en France, mais qui sont quand même en lien avec des thématiques à l'international, type l'éducation par exemple. Oui, oui, bah tout à fait. Ça c'est. Je pense qu'il y a plein de projets qui sont extrêmement intéressants à mettre en place. Après, c'est des projets qu'on peut pas faire tout seul, à mon avis. Je vais effectivement pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait à l'étranger et pouvoir ouvrir des projets en France, pourquoi pas, et liés à des thèmes qui puissent rassembler et qui puissent être liés à ce que j'ai vécu auparavant. Par contre, je pense qu'il faut que, pour faire un projet local en France,
il faut aussi que les personnes qui soient implantées en France aient l'envie de vivre ce projet avec moi. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir imposer ce projet avec ce que j'ai vécu, mais il faudra aussi des personnes sur place pour pouvoir construire le projet ensemble. Est-ce qu'il y aurait une thématique sur laquelle tu serais plus intéressé, par exemple, de travailler ou de prendre des initiatives là-dessus? Moi, il y a 2 thématiques que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué ces dernières années. C'est l'éducation, vu que effectivement OBT travaille beaucoup avec l'éducation, et puis le développement local, qui peut se relier un peu à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social aujourd'hui. D'accord. Et finalement, est-ce que tu penses que cette expérience à l'international, elle va changer ta vision de la Je France? pense pas que cette vision va changer radicalement, que ce que j'ai vécu va vraiment changer radicalement ma vision de la France. Par contre, je pense que ça fait prendre conscience du fait déjà que la France est un très beau pays, et ensuite qu'il y a certains points sur lesquels on a beaucoup de chance. J'ai eu pas mal de problèmes de santé au Cambodge, et j'ai eu la chance d'avoir une assurance. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'avais un problème, par exemple, j'avais mon assurance pour pouvoir aller dans un bon hôpital et puis qu'on puisse prendre soin de moi. Et puis dans ma famille, quand les enfants ou les parents avaient à peu près les mêmes problèmes que moi, ils devaient vendre leur vache, qui est leur moyen de gagner leur vie, pour pouvoir aller dans un hôpital qui était beaucoup moins bien que le mien. Donc on vit des choses qui nous font prendre conscience qu'effectivement, on a quand même beaucoup de chance sur certains points en France. Voilà. Ensuite, il y a plein de points qui sont très très bons en France. Il y a aussi plein de points qui sont très très bons au Cambodge. Et puis, ce que j'ai bien aimé faire ces dernières années, c'était de combiner un peu tout ce que je trouvais bien d'un côté et de l'autre, et d'essayer de voir comment faire. On en parlait tout à l'heure. Exemple, comment faire un projet local, soit en France, soit au Cambodge, en rassemblant un peu des points positifs qu'on trouve dans chacun des pays. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie en tout cas François pour ton intervention et pour nous avoir raconté un peu ton expérience de mission au Cambodge. Merci à toi. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast du service de coopération au développement. D'autres podcasts seront bientôt publiés. Je vous invite à rester connectés. Au revoir et bonne journée.